Bonjour à tous. Ça marche? Vous m'entendez bien ou pas? Si? C'est bon, avec le bruit qu'il y a autour. Je me présente donc Yassine Essali, donc IBM. L'objectif de la session, c'est de vous parler de confiance, de données de confiance. Tout ça autour de la supply chain. Donc le principe, c'est simple. Normalement, on connaît la supply chain, on connaît sa complexité. Et l'objectif, c'est comment arriver à fluidifier les informations dans la supply chain à travers cette notion de confiance qui nous permettra d'avoir accès à des données de confiance. Donc, un constat simple qu'on commence à avoir de plus en plus, c'est cette complexité de la supply chain. Donc, au final, on le connaît tous. Lorsqu'on va acheter un produit, on sait que ce produit il est passé par plusieurs étapes. Le distributeur, le stockeur, le transporteur, le fournisseur, jusqu'à la ferme où la matière première, où elle a été produite, etc. Et à chaque fois, lors de ces étapes, il y a plusieurs échanges, il y a plusieurs informations qui sont perdues. Ça crée une sorte de plat de spaghetti, comme on peut voir ici, puis tout un tas de questions que chacun des protagonistes de la chaîne se pose. Pourquoi je n'ai pas reçu mon produit? Est-ce qu'il arrive en temps et en heure? Je n'ai pas toute la quantité, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Et tout ça, c'est parce qu'il y a cette complexité qui n'a pas été appréhendée, abordée, et qui nécessite d'avoir de plus en plus de transformation d'un point de vue numérique. Au-delà de cette notion intrinsèque, de questions classiques intrinsèques à la supply chain, il y a la complexité croissante du monde entier. On parle d'un monde VUCA, donc volatile, incertain, etc., ambigu et tout. Et ça, on le voit aujourd'hui parce que chaque entreprise elle est obligée d'avoir des partenariats, des coopérations. Elle a plusieurs fournisseurs. Beaucoup de produits utilisent des matières premières qui viennent de Chine, d'Inde, d'Afrique, etc. Donc on est toujours dans cette logique d'industrialisation qui est multinationale. Même pour une TPE, la matière première qu'elle va utiliser, forcément, elle viendra d'ailleurs. Et donc, au-delà de ça, de cette complexité, il y a de plus en plus d'aspects réglementaires qui viennent encore appuyer sur cette notion de transparence. Il faut fournir de l'information aux consommateurs. Il faut avoir des évidences pour prouver qu'on n'utilise pas des matières dangereuses, etc., etc. Et ça, c'est un élément qui est important. Donc la régulation, le time to market, le développement durable, il faut prendre en compte tout un tas de contraintes. Et déjà, avec les contraintes de transaction et d'information elles-mêmes, c'était compliqué. Donc on imagine lorsqu'on rajoute des contraintes réglementaires, des contraintes de business, des contraintes socio-économiques, etc. Et ce n'est pas fini. Donc le tableau, il se noircit encore de plus en plus. Le consommateur, qui lui aussi est en rupture de confiance. Et on l'a vu à travers des crises comme le Covid, ça a mis en exergue cette rupture de confiance du consommateur vers la marque, et ça a été déjà le cas depuis un certain nombre d'années, avec tous les scandales alimentaires qu'on a eus, avec le scandale sur le textile, les composants, voilà, il y a toujours un scandale sur des aliments, sur des ingrédients qui sont utilisés, etc., et qui font que les consommateurs perdent confiance en la marque. De l'autre côté, je ne vais pas vous détailler le chiffre, mais vous le voyez, donc 43% n'ont plus confiance dans les marques, et puis ça touche à la fois la distrie, l'électronique, l'automobile, etc. Et ça, c'est important, cette notion de confiance, le consommateur, il va toujours aller vers des marques plus responsables. Les consommateurs sont de plus en plus en quête de sens, là on le voit tous, on se pose des questions, il y a quoi dedans, pourquoi, comment, je peux payer plus cher, je peux attendre plus longtemps, mais que ça soit plus green en termes de livraison, etc. De l'autre côté, les entreprises, elles aussi ont perdu confiance en leurs fournisseurs. Parce qu'une entreprise qui s'approvisionne en matières premières, en produits semi-finis ou en produits de premier niveau, un fournisseur, lorsqu'il va avoir une rupture, il ne va pas dire à l'entreprise « je suis en rupture » ou je vais avoir du retard. Il y a eu même des mouvements un peu tactiques de certains fournisseurs qui ont basculé leur production vers des nouveaux clients parce qu'il y avait plus de marge. Et on s'est retrouvé avec des contrats qui n'étaient pas, je dirais, honorés, mais peu importe. Le fournisseur dit je paye les pénalités, mais en tout cas je sais que je vais rattraper, j'ai plus de marge avec le nouveau contrat. Et ça arrivait dans les batteries de véhicules, dans l'électronique, etc. Ça,
ça rend cette notion de confiance qui fait que chacun regarde son silo, chacun regarde son prisme et essaye de tirer le maximum de valeur. Donc il n'y a plus une notion de jeu d'équipe, alors que lorsqu'on parle de supply chain, on parle d'un sport d'équipe par essence, où il faut avoir un but commun et puis aller dans le même sens. Donc ça, c'est vraiment très important. Et si on rentre un peu plus dans le détail, on le voit que ces fissures qu'on commence à voir à la fois à travers le consommateur ou de l'autre côté de l'entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs ou de son écosystème propre, il y a tout un tas de routes causes ou de causes de base qui font qu'on arrive à ce constat-là, à partir desquelles, on le voit, les données sont incomplètes, il y a un manque d'informations en temps réel sur les acheminements, sur les produits, sur les livraisons, etc. Pas de collaboration forcément en temps réel parce que tout est contractualisé, tout le monde se couvre à travers des clauses X, Y, Z, etc. Et ça, c'est quelque chose qui justement rend cette notion de confiance et par essence, les données qui sont partagées, les informations qui sont partagées ne sont pas de confiance. Et donc, on a toujours besoin de checker, de rechecker, de revérifier, etc. Donc ça, c'est un élément qui est aussi important à noter. Et donc, lorsqu'on parle de données, souvent, on dit oui, on va imposer contractuellement que le fournisseur, que le transporteur nous partage des données, nous donne des choses. Au final, il donne n'importe quoi. Il dit, je vous ai donné des données, donc vous en faites ce que vous voulez. Mais parce qu'il n'y a pas cette notion de confiance. Et de l'autre côté, l'entreprise, on l'a un peu trop bassiné avec cette notion de données, c'est de l'or, c'est le pétrole. Et ça y est, vous mettez tout dans un data lake, vous jetez toutes les données qui viennent de partout et vous allez voir, ça va révolutionner votre business. Ok, mais parce que c'est une promesse. Mais les données, comme vous le voyez, elles sont de plusieurs natures. Il y a des données qui sont à l'intérieur de l'entreprise, il y a des données opérationnelles, il y a des données qui sont à l'extérieur, de la météo, du social, de l'écosystème, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi qui impacte l'entreprise dans son efficacité parce qu'elle considère, en agrégeant les données de plusieurs natures, je vais réussir à faire des choses. Et ça, c'est aussi un prisme qui fournit un biais en termes d'efficacité opérationnelle ou de transformation numérique. Entre cette promesse, il y a cette réalité qui, au niveau supply chain, l'opérationnel, que ce soit un planeur, que ce soit un gestionnaire de stock, un gestionnaire de logistique, etc., il est là à jongler entre différents systèmes qui contiennent différentes données. Et donc, à chaque fois, répondre à des questions qui sont simples. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment je peux résoudre la situation? Comment je peux en apprendre? Il est obligé de jongler entre différents systèmes. Dedans, il y a Excel, dedans, il y a l'ERP, il y a des systèmes de planification, et c'est hétérogène. Ou, au mieux, on lui dit, tu sais quoi, il y a un data lake qui est en train de se construire, on va tout mettre dedans, et puis tu nous diras quel est ton besoin. OK, mais la donnée, elle est en mouvement tout le temps. Qui est maître, qui est esclave, et puis ils se retrouvent avec des projets data lake qui prennent 2 ans, 3 ans, qui n'ont toujours pas vu le jour. Tout ça pour dire qu'on oublie souvent le métier, on oublie souvent l'opérationnel, et on aborde toujours ces points-là parce que ça en parle de données, on dit c'est de l'IT. Donc ça porte l'IT, il faut qu'on fasse de la techno pour la techno. Et on oublie trop souvent les opérationnels qui, eux, doivent tirer du sens de cette donnée. La donnée elle-même, c'est pas la valeur, mais c'est l'information qui est contenue dans cette donnée ou l'information qu'on tire d'une concaténation de plusieurs données, de plusieurs sources. Et ça, c'est important, et on se retrouve avec une réalité opérationnelle qui, aujourd'hui, est partagée. Mais ça, c'est valable dans des grandes entreprises, dans des PME, dans des TPE, donc ce n'est pas juste quelque chose qui est spécifique à quelques entreprises. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il y a ce prisme de la donnée, ce prisme de la technologie. Oui, j'entends parler d'intelligence artificielle, je vais faire mon projet là-dessus. J'entends parler d'IoT, je vais faire mon projet là-dessus. J'entends parler de blockchain, je vais faire mon projet là-dessus. Et on reste technocentrique. Du coup, on fait du tourisme technologique. Et ça, c'est quelque chose qui, au final, consomme beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et aussi contribue à cette rupture de confiance. Parce qu'on va tester quelque chose, mais qui n'est pas adapté. Et après, on va dire, au final, ça ne marche pas. Au final, donc, ça ne marche pas, donc toute la technologie ne marche pas. Mais parce que la manière d'aborder les choses n'a pas été bonne.
C'est ça la logique. C'est comme si on fait une recette, il y a un ordre particulier, il y a une séquence à respecter. Si on met tout dans le même bazar tout de suite et on dit bah, ah non, ça ne marche pas, la recette elle est mauvaise, non. Il y a une logique à respecter. Et dans cette logique à respecter, il y a cette prise de hauteur pour créer de la confiance entre les protagonistes. Et ça, c'est important parce que, je le rappelais, supply chain égale complexité, égale beaucoup de parties prenantes. Ces parties prenantes ont des intérêts divergents. Chacun va avoir ses propres intérêts. Et donc, il faut arriver à les amener à partager de la donnée et aussi à en tirer de la valeur. Donc, c'est beaucoup de communication, donc c'est de l'accompagnement, c'est de la conduite du changement, pour expliquer aux transporteurs, tu nous partages des données sur tes statuts de transport, etc. Mais en retour, tu y gagnes aussi des informations que tu n'avais pas avant qui te serviront à ta planification, à tes optimisations de tournée, etc. Le producteur de la même manière, et ainsi de suite. Comme ça, avec chacun des membres de l'équipe, on a ce dialogue qui lui est propre et on lui explique la valeur qu'il a à partager de la donnée. Mais pour ça, il faut qu'il ait confiance. La donnée en elle-même, on peut pas, je peux vous demander de partager des données, etc. Vous allez me dire, il faut que déjà qu'il y ait un minimum de confiance. Et qui me dit que la donnée que je vais vous partager, vous n'allez pas la revendre, l'utiliser ailleurs, etc., etc. Donc, il faut un socle qui permette de garantir cette confidentialité, cette sécurité et d'empêcher que la donnée soit altérée, réutilisée par un concurrent, etc. Et c'est là où justement des technologies qui vont être autour de la blockchain, de la cybersécurité, etc., vont permettre de créer ce socle de confiance. Mais là encore, on n'a touché que deux briques, la donnée et les technos. Il y a les processus. OK, pour utiliser tout ça, dans quel but? Quelle valeur j'en tire? Est-ce que j'en ai besoin partout sur ma supply chain ou est-ce que c'est juste sur une partie? Est-ce que c'est juste sur une ligne de produit particulière, etc. Et donc, il y a toujours cette logique de pouvoir se focaliser sur le business case. C'est quelle est la valeur, quel est le ROI que je vais avoir, mais dans tel métier, dans tel segment. Et à partir de ce moment-là, quels sont les protagonistes, quelles sont les données dont j'ai besoin et où est-ce que je vais aller chercher ces données. Est-ce que ces données existent? Oui, non. Si elles n'existent pas, peut-être il y a des capteurs IoT à mettre en place, de la RFID, pour pouvoir générer des données de confiance de manière automatique. C'est ce qui commence à se faire dans plusieurs secteurs, agroalimentaire, pharma, etc., etc. Mais on verra quelques exemples. Et il y a aussi l'humain à mettre dans cette équation, l'opérationnel, le pauvre opérationnel qui, au final, on lui dit, tiens, on a signé pour un logiciel qui va te sauver la vie. Au final, c'est un logiciel de plus. Lorsqu'il est embarqué dès le début de l'équation, il fournit ses irritants, il communique, et donc, à partir de là, on a un focus qui est tout de suite chirurgical, et on choisit les bonnes technologies pour répondre à la solution. D'accord ? Et donc, le principe de base pour avoir cette notion de confiance, de partager des données pour qu'après on puisse les exploiter avec de l'analytics, de l'IA, etc., c'est un socle technologique que nous, on considère sur la base de blockchain. Pourquoi? Parce que la blockchain étant un registre distribué qui, par nature, a été fait pour pouvoir garantir une confidentialité de l'information, une ségrégation des données entre les personnes qui mettent cette info, le cryptage de la donnée pour ne pas retrouver cette information si on n'a pas la clé, etc. Et ça, c'est important. Et par essence, la blockchain s'est tout de suite imposée dans le monde de la supply chain parce que c'est compliqué, il y a plusieurs protagonistes, il y a plusieurs échanges de données et ça permet de réguler ces échanges et de créer un socle de confiance pour pouvoir faire ces échanges. Maintenant, entre blockchain et blockchain, il y a la blockchain publique qu'on connaît tous, les crypto-monnaies, etc., qui sont publiques, qui nécessitent un consensus qui est contraignant, donc beaucoup d'énergie, de consommation d'énergie. Nous, on parle de blockchain privée, c'est comme un club privé, avec des règles privées, avec des acteurs qui sont connus, et avec un consensus qui est modulable. Ce qui fait que lorsque vous allez inviter dans votre club privé des membres et que vous expliquez les règles du jeu, et que ces membres-là savent, en entrant dans ce club, qu'est-ce qu'ils vont gagner, et qu'est-ce qu'ils doivent investir comme information, comme temps, etc., tout de suite, c'est clair.
Et ça, on le vit tous les jours, hein. On est tous à peu près membres d'un club ou deux, perso, pro, sport, etc. Et ça, c'est toujours cette logique qui s'applique aussi dans ce domaine supply chain dans lequel il y a la communication, mais il y a aussi le moyen technologique ou le socle de confiance qui est représenté par la blockchain. Et donc, tout ça, c'est pour arriver à cette notion de mettre tout le monde autour de la table et d'arriver avec un objectif commun, partager un objectif commun. Et souvent, c'est ça. C'est un sport d'équipe, comme je le redis encore. Donc, une équipe doit avoir un but commun. Chacun a son rôle, mais chacun contribue à ce que l'autre aussi s'améliore et au final, aller atteindre le but qui était fixé. Et donc, c'est pour ça, dans la supply chain, lorsqu'on applique cette notion de sport d'équipe, on va avoir de l'information qui va circuler, de l'information de qualité, parce qu'elle est partagée par des personnes qui ont confiance, donc qui peuvent partager des informations de qualité, et qui vont permettre de fluidifier les flux d'informations et qui sont associés au flux de marchandises, et d'automatiser, pourquoi pas, des opérations de stockage ou d'inventaire, etc., ou de logistique et tout. D'accord ? Et ça permet aussi, par conséquent, de répondre aux préoccupations des consommateurs qui demandent de plus en plus de transparence. Qu'est-ce que j'ai dans ce produit, d'où il vient, comment il a été fabriqué, etc. etc. Donc, ce n'est pas juste une question de faire de la technologie où il faut utiliser les données juste pour dire on est dans le numérique, mais c'est pour répondre à des besoins qui sont hyper opérationnels parce que tout ça, ça impacte le BFR. Hein. Lorsque j'optimise mon stock, ça impacte le BFR. Lorsque je vais optimiser mes créances clients et que je vais les fluidifier parce que j'ai un meilleur taux de service, ça impacte le BFR. Lorsque je vais avoir une meilleure relation avec les fournisseurs, que je vais mieux gérer les approvisionnements, ça impacte aussi le BFR. Au final, l'entreprise, d'un point de vue opérationnel, il gagne beaucoup. Et puis après, on peut estimer que la notion de marketing, de communication client, sur la transparence, sur la traçabilité, est un plus, même si pour certaines marques, c'est d'abord ça et ensuite l'opérationnel. D'accord ? Donc, tout ça, c'est bien beau, mais il faut commencer quelque part. Il faut avoir des choses, il ne faut pas forcément partir d'une page blanche. Et c'est pour ça, ne pas partir d'une page blanche, ça veut dire qu'il faut se greffer à l'existant. Cet existant, il est protéiforme. L'entreprise A, elle a un ERP, elle a 2 systèmes faits sur mesure, mais une autre travaille que sur Excel. D'autres, il est encore sur papier. Comment on fait ? On attend d'abord que tous soient sur le même socle pour faire ? Non, il faut pouvoir s'adapter. Et l'essentiel, c'est d'aller récupérer la donnée là où elle est. Si elle est sur un Excel, on la récupère sur Excel. Si elle n'existe pas, on met en place de l'IoT pour générer la donnée dont on a besoin, mais pas de la donnée de manière générale pour juste dire qu'on fait de l'IoT. Lorsqu'il y a un ERP, on va aller se connecter à cet ERP. Et ça, c'est un peu notre rôle, hein, c'est de pouvoir fournir des outils pour pouvoir s'adapter à cet existant. Un écosystème d'une entreprise, il est toujours constitué de grands clients, de grands comptes, mais aussi de TPE, de très petites entreprises, des fois des fermiers qui vont produire du lait pour une enseigne de la distribution. Eux, il faut aller leur expliquer qu'il faut partager de la donnée. Ils vont dire, mais moi, ce n'est pas mon problème. Mais il faut qu'on leur explique qu'ils n'ont pas besoin de pouvoir investir dans de l'informatique compliquée pour pouvoir partager de la donnée, mais que derrière, ça les met en valeur, ça met en valeur leur travail, ça permet aussi de fluidifier les opérations administratives avec leurs clients, etc. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de communication, mais à côté de ça, il faut avoir des outils qui sont éprouvés, sur mesure, qui s'adaptent à cet existant. Et ça, c'est important. Après, IBM, vous devez connaître IBM, les serveurs, etc. Mais c'est une entreprise qui est centenaire. On a pratiquement 110 ans aujourd'hui. C'est la plus vieille entreprise technologique. Qui dit 110 ans, donc 110 ans de technologie, 110 ans de transformation. On est encore un industriel aujourd'hui, donc on a notre propre supply chain qui opère aujourd'hui au niveau mondial. Donc, toutes ces contraintes supply chain, la notion de transformation, de fournisseurs, de clients, on les connaît. Et par ailleurs, on est fournisseur de technologies. Et donc, déjà, on consomme les technologies qu'on fabrique et à une échelle qui est quand même assez conséquente. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce prisme d'industriel et de fournisseurs de technologie. Et ça, c'est important
Et on l'a vu, il faut s'adapter à des fournisseurs qui sont très petits, à des clients qui sont très petits, etc. etc. Donc, pour rétablir cette confiance dans les données, on a créé un certain nombre de réseaux, tous basés sur la blockchain, comme socle de confiance. Mais on a fait ce travail-là pour justement, à chaque fois, avoir un outil simple d'accès qui s'adapte à cet existant et qui permette à un écosystème le plus large possible de s'y greffer, de partager de la donnée, etc. Donc, on commence par le début de la chaîne, les fournisseurs. Les fournisseurs, il y a toute une notion de confiance vis-à-vis de ces fournisseurs-là. Il faut pouvoir être capable de connaître sa multitude de fournisseurs, toute la liasse administrative qui est associée. Il faut à chaque fois refaire les liasses administratives quand il faut re-signer un nouveau contrat, etc., etc. On a créé un passeport digital. Là, maintenant, ça vous parle, le passeport digital. Donc, c'est quelque chose qui est devenu un peu dans les mœurs. Mais un passeport digital pour le fournisseur qui met qu'une fois sur le réseau et il est consommé par toute entreprise qui fait partie de ce réseau. Moi, je suis un petit fournisseur de je ne sais quoi. Je mets ce passeport digital. Je sais que Lenovo, lorsque je vais signer avec eux, ils n'ont pas besoin de me demander quoi que ce soit. Ils vont checker, tac, Nokia fait pareil, etc. On est en train de faire la même chose sur les diplômes. J'ai mon diplôme, il est sur le réseau blockchain. Et puis, à partir de là, on ne va pas me demander une évidence. Est-ce qu'il est faux? Est-ce que tu ne l'as pas retravaillé sur Photoshop, etc., etc. Et donc, parce que cette notion de confiance devient clé, et comme je l'ai expliqué en intro, on a besoin d'avoir des évidences, que ce soit pour fournir de l'information ou que ce soit pour la réutiliser par la suite. Donc, à l'autre bout de la chaîne, pour revenir au consommateur, toutes ces données qu'on va agréger, qu'on va collecter sur toute la chaîne, il faut pouvoir après la partager avec le consommateur final qui, lui, demande toujours, on est toujours capricieux, il faut que ça soit facile, que ça soit simple d'accès, il faut que j'ai que les informations utiles, etc. C'est le principe. Là, vous vous baladez lorsque vous faites des courses, dès que vous voyez un packaging avec un QR code, quand vous le scannez, vous trouvez toutes les informations sur je dirais tout le cheminement de ce produit de la ferme ou de la partie où il est né jusqu'à votre main. Donc le semen, les œufs, le lait, etc. Et ça contient des informations qui viennent de plusieurs parties prenantes et qui ont été agrégées sur une plateforme de confiance, parce que ces parties prenantes, il fallait qu'ils partagent de l'information, il fallait qu'ils se disent je vais la partager, mais il faut que je sois sûr qu'elle ne soit pas altérée, qu'elle ne soit pas communiquée, revendue, etc. etc. Et donc c'est ce qu'on appelle IBM Food Trust. On le voit bien, c'est Food Trust, confiance dans l'alimentaire, mais à la fois pour le consommateur, mais à la fois dans les données qui sont générées. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Un autre exemple où on voit cet écosystème, on boit tous presque du café ou on mange du chocolat, donc l'un ou l'autre ou les deux. Et on n'imagine même pas la complexité aussi de cette supply chain, de cette chaîne de valeur au niveau chocolat, au niveau création de cacao, production de café, etc. Il y a plusieurs protagonistes, il y a des intermédiaires, etc. Donc tout ça génère beaucoup de données. On n'a pas besoin de toutes ces données. Il y a une initiative d'un producteur qui a décidé de généraliser une plateforme blockchain et de pouvoir y embarquer des producteurs qui sont bio, d'autres sur le commerce équitable, etc. Et de fournir des évidences, parce qu'on parle de commerce équitable, de bio. Souvent, on se dit, ouais, tout le monde dit qu'il est bio, commerce équitable, bof. Ce n'est pas la page Internet qu'il y a sur le site qui va nous convaincre. Ce n'est pas le spot de pub qui va dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, qui va nous convaincre. Il faut des évidences. Et là, on est dans cette production d'évidences, à la fois pour le consommateur, pour le fermier. Donc, j'aime bien ce café. Sur l'application, je donne un pourboire au producteur. Et là, j'ai accès directement. Donc là, je suis vraiment dans l'équitable. Parce que ce n'est pas quelque chose que je vais mettre dans une boîte noire et on ne sait pas comment ça va être détourné, exploité, etc. Bon, je ne veux pas trop m'écarter, mais c'est cette notion de confiance toujours et d'avoir un socle technologique qui nous permette de partager de la donnée. Et chacun des protagonistes dans la chaîne, il a sa valeur. Il tire de la valeur des données qui sont partagées par l'ensemble et qui permettent à chacun d'améliorer, pour l'un sa logistique, pour l'autre sa production, pour l'autre sa communication, pour l'autre ses ventes, etc., etc.
Et ça, c'est important. Un autre exemple dans lequel, pareil, cette notion de confiance devient de plus en plus. Là, donc on parle de pharma, donc on parle de vaccins, de transport, etc. On connaît tous, hein, on n'a pas besoin d'expliquer. Ce qui est bien avec le Covid, c'est que tout le monde maintenant connaît la supply chain, tout le monde connaît la supply chain pharmaceutique, agroalimentaire, avec toutes les ruptures qu'il y a eu, la supply chain électronique, avec tout ce qu'il y a comme rupture. Donc c'est bien, ça évangélise un peu l'audience. Mais là aussi, on est dans un exemple dans lequel la donnée qui vient un peu de partout, mais aussi avec d'autres types de données qu'on va créer à travers de l'IoT, nous vont permettre de pouvoir suivre du packaging, des médicaments, des vaccins, avec les courbes de température associées, pour éviter qu'il y ait des impacts sanitaires, qu'il y ait des impacts sur la santé, etc. Parce que vous n'imaginez même pas le nombre de déchets, le nombre de rebuts qu'il y a dans le monde alimentaire, dans le monde pharma, dans le textile, etc., parce qu'il n'y a pas cette visibilité. Mais dès qu'on ne sait pas, on ne prend pas des risques. On baigne et on reprend à zéro. Parce que vaut mieux baigner que d'avoir un problème sanitaire ou de santé, etc., et puis d'avoir une image de marque. Donc, ça coûte de l'argent. Et il n'y a que ceux qui sont dedans qui s'en rendent compte et qui se disent on a besoin de mettre un peu plus de lumière pour pouvoir mieux circuler. C'est un peu comme conduire dans le brouillard. On va conduire très lentement, on va faire attention, etc. Si on a un peu plus de visibilité, bah là, on peut accélérer et aller plus vite. C'est exactement la même logique. Donc, je regarde juste l'heure pour pas que je m'attarde et que je laisse un peu de temps à des questions s'il y en a. Comme je l'ai dit, cette notion de confiance, pour avoir accès à des données de confiance, c'est quelque chose qui n'est plus juste des mots, mais c'est des outils, c'est des solutions qui existent aujourd'hui à l'échelle. Lorsqu'on parle d'IBM Food Trust dans l'alimentaire, c'est plusieurs centaines d'entreprises qui sont dedans. De la grosse multinationale comme Walmart, Carrefour, Nestlé, jusqu'au boucher en Rhône-Alpes qui vient de créer sa marque de produits carnés, qui a juste un site et qui me dit je veux créer une marque de produits carnés bio, mais qu'est-ce qui va me différencier des autres? Ce que je vais faire, je vais mettre mes certificats sur la blockchain, les abattoirs, les producteurs. Et il est sur Food Trust, alors qu'il a 2 petites marques, et il commence à peine, il fait 500 XP par semaine. C'est peu, mais c'est le but, c'est de pouvoir justement se différencier et apporter de la valeur sur le marché. Et puis ça s'applique à toute logique qui nécessite de la traçabilité. Les pneus, on sait que si on monte un pneu qui n'est pas aux normes et qu'il est rechappé, etc., ça peut avoir un problème sur l'accidentologie. La responsabilité, il faut pouvoir remonter toute la source de responsabilité. Et ça, c'est quelque chose que les distributeurs de pneus, les marchés parallèles, les pièces détachées automobiles, etc., on connaît tous cette notion de contrefaçon et de traçabilité nécessaire. Pareil dans le saumon, dans le vin. Donc, les exemples sont multiples, mais tous sont sur cette notion de base qui est la confiance et derrière la traçabilité qui permettent à la fois d'optimiser les opérations, de fournir des informations à la fois aux consommateurs, mais aussi aux régulateurs qui demandent de plus en plus des rapports. Et vous n'imaginez même pas dans le monde automobile ou dans le monde pharma, lorsque le régulateur demande quelque chose, c'est 48 heures, et 48 heures pour pouvoir fournir les évidences. Il y a une armée derrière qui bûche à aller collecter les infos à droite, à gauche, etc., pour pouvoir fournir ça. Donc ça, c'est des choses qui sont cachées, qui ne se disent pas, mais qui coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie aux entreprises. Et donc ça, c'est vraiment le principe, c'est d'avoir accès assez rapidement, tout de suite, à cette notion de plateforme de confiance, de données de confiance, et de partager, de l'utiliser. Et donc, une fois qu'on est arrivé à ça, le chemin n'est pas fini. OK, j'ai de la confiance, j'ai de la donnée, mais c'est que de la donnée. Maintenant, je vais aller encore plus loin. Donc, j'ai de l'IoT, j'ai fourni des données de confiance, j'ai de la blockchain, j'ai un socle d'échange de confiance. Qu'est-ce que je fais de tous les aléas, de tous les risques qu'il y a? La météo, le volcan, l'éruption de volcan par-ci, par-là, cette entreprise qui a fait faillite, le cargo qui s'est mis en travers au canal de Suez. Il faut que je gère tous ces aléas. Donc, tous ces signaux faibles qu'on voit tout en haut, il faut pouvoir aussi les générer, les capter et les utiliser. Mais on ne peut pas le faire d'abord. Il faut d'abord qu'on nettoie, qu'on puisse avoir une visibilité, une transparence un peu des données. Derrière, on va utiliser ces signaux faibles et on va appliquer de l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir des projections, avoir des alertes, avoir une assistance
qui a encore plus de sens. Et donc, on voit le cheminement des données qui viennent de l'EDI, qui viennent de l'IoT, etc. On crée le socle de confiance où on partage de l'information avec qui de droit. Et en plus de ça, on y applique de l'intelligence artificielle, du machine learning. Oui, parce que les données sont de confiance, elles sont de qualité. Donc, on n'est pas dans la logique d'abreuver l'IA par des données qui n'ont pas de sens, mais on a des données de qualité. Donc, au final, lorsqu'on va y appliquer un algorithme IA, machine learning, etc., ça va être chirurgical. Et on va avoir des alertes qui sont hyper précises, des recommandations qui vont être adaptées au process, de la collaboration pour résoudre la situation parce qu'il y a des aléas, il y en a partout, et puis une boucle vertueuse de learning, d'apprentissage qui permettent, comme nous, on apprend à chaque fois, chaque jour des nouvelles choses, et donc ça nous permet de prévenir de retomber dans les mêmes fautes dans le futur. Et donc c'est vraiment cette logique qu'on appelle nous une journée, c'est un voyage qui commence d'abord par la confiance, partager de l'information de confiance, et après mettre cette information de valeur à la communauté, et puis derrière, utiliser des technologies encore plus avancées pour pouvoir tirer de la valeur. Voilà ce que je voulais dire sur la confiance, les données au niveau de la supply chain. J'espère que c'était un bel éclairage et que ça a été utile. Je ne sais pas s'il y a des questions, et sinon je vous remercie. Oui. Il faut un micro parce que personne ne va entendre. Il n'est pas allumé, je crois. Ah si, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Je me demandais juste, donc vous avez parlé du fait que la blockchain permet d'avoir des données de confiance qui circulent entre les acteurs d'une supply chain. Mais comment on fait pour certifier qu'il n'y a pas de données fausses qui rentrent dans cette blockchain? Oui. En fait, la blockchain, ce n'est pas elle qui produit les données, c'est un socle de confiance. C'est comme un coffre-fort, un registre. C'est comme un notaire digital. Vous imaginez, lorsque vous allez chez le notaire, vous n'allez pas chez le notaire et lui dire donnez-moi des données. C'est vous qui apportez l'information et lui, il la notarise et vous garantit que vous allez avoir accès à cette information à n'importe quel moment, que cette information va être partagée avec qui de droit, avec les autorités, etc. Et donc, dans la blockchain, on parle toujours de garbage in, garbage out. Donc, en gros, si on met n'importe quoi, on aura n'importe quoi. D'accord? Mais moi, je parlais avant de la blockchain, je parlais de confiance, de communication avec les protagonistes. Lorsqu'on parle de supply chain, on leur dit, ce que vous allez mettre, ce que vous allez donner comme information, sachez que ça va être gravé dans le marbre. C'est-à-dire que si vous donnez une mauvaise information, ou que vous relevez une mauvaise température, et que vous mettez une autre, ou que vous certifiez quelque chose alors que c'est faux, c'est gravé dans le marbre. Donc, dans les premières phases d'une mise en place d'un réseau blockchain, il y a une phase d'audit, de vérification, comme on fait partout. D'accord ? Et donc, lorsqu'on vérifie, on dissuade déjà les protagonistes à mettre n'importe quoi. Parce qu'on est parti d'un cas précis, d'un cas business, et on ne fait pas un projet blockchain juste pour faire de la blockchain et dire on prend de la donnée de n'importe où. On sait ce qu'on veut comme donnée parce qu'on sait comment on veut l'exploiter. Et c'est un élément qui dissuade les personnes qui veulent tricher ou mettre n'importe quoi comme données. Et au pire, ça passe entre les mailles du filet. Le jour où il y a quelque chose, où il y a un audit, et souvent dans les premières phases, il y a des audits d'organismes tiers, dans tous les réseaux que je vous ai montrés, il y a toujours un organisme tiers qui vient auditer, que ce soit un Bureau Veritas, un Chainyard, etc., qui justement fait tiers de confiance et qui vient checker est-ce que tout est cohérent, etc. Et ça, dès le début, dès que l'écosystème il est petit, on check ça et ça dissuade. Oui, il y a toujours des fraudeurs, il y a toujours des petits malins qui vont devoir faire ça, mais la chaîne de responsabilité, elle est gravée dans le marbre. Le moindre souci, on sait remonter. En 2 secondes 2, on sait remonter à l'origine et savoir, ça vient de là. Vous avez dit que c'était sans ingrédient X, il y a l'ingrédient X dedans, donc la responsabilité, elle est tout de suite. D'accord ? Ok, merci. Il y a aussi la demoiselle d'abord, et puis après le monsieur. J'essaye de respecter l'ordre. Bonjour. Bonjour. Dans les pain points que vous avez montrés au début, il y avait le Sales and Operation Planning. Oui. Et je voulais savoir si vous aviez un exemple concret par rapport à ça.
Alors, le Sales and Operation Planning, le SNOP, ou le PDP, PIC PDP, on peut en prendre plein bon, il y a plusieurs variantes là-dessus. C'est rien d'autre qu'un process de coordination et de communication. Ce n'est pas un outil en soi. Et donc, ça va dans le sens de cette communication, déjà qu'il faut faire en interne, parce qu'en interne, on considère que c'est des silos entre le marketing, la production, la vente. Chacun tire la couverture vers soi, etc. Et c'est un processus qu'on peut utiliser déjà pour créer cette notion d'équipe en interne, d'avoir un but commun et d'essayer de l'extrapoler aussi vers des fournisseurs, vers l'écosystème. On parle de lean production, de lean management, dans lequel on inclut aussi le producteur, le fournisseur. Tout ça, c'est une question de confiance. Parce que lorsqu'un Toyota a fait le lean et qu'il a été faire du total quality management chez ses fournisseurs, etc., pour que le fournisseur lui ouvre ses portes et qu'il autorise quelqu'un de Toyota à venir auditer ses pièces, etc., il faut une confiance déjà. Et ce n'est pas juste avec des contrats et puis des pénalités que ça se règle. Dans l'aéronautique, maintenant, c'est devenu une évidence que les fournisseurs de tiers 2, 3, etc. doivent fournir des évidences et qu'un Airbus peut aller inspecter ses fournisseurs de tiers 2 et 3. Donc le SNOP, pour moi, c'est un moyen, un processus qui permet justement d'aller assez vite, déjà en interne, d'avoir cette notion de but commun et d'objectifs communs, et qui peut être extrapolé aussi avec les partenaires. Ok. En fait, je posais cette question parce que je pensais, de mon expérience, souvent les fournisseurs veulent avoir accès aux prévisions de vente de leurs clients pour pouvoir adapter leurs capacités au plus juste. Est-ce que c'est quelque chose qui est... est-ce que vous avez des exemples concrets de situations où ça a été partagé oui. pour justement du gagnant-gagnant? Parce oui. que le client va avoir tendance à, au contraire, prendre des marges et se sécuriser. Oui. Donc, voilà. L'effet bullwhip, donc chacun prend ses marges et puis on se retrouve avec quelque chose de décorrélé, de déconnecté de la réalité. Oui, je donne un exemple d'un CPGiste qui fabrique pratiquement des dentifrices, des shampoings, etc. Vous imaginez, il n'a pas accès au consommateur final. Donc lui, il a un portfolio qui est juste gigantesque. Pour optimiser sa production, ses lignes de prod, ses appros, etc., c'est juste une nébuleuse. Hein. Donc l'idée, c'était, on a mis en place un système qui, à la fois, va lui permettre de capter les signaux faibles qui sont de comportement de consommation, d'accord, et que lui, il a investi dans ce système et qu'il a partagé cette information avec les retailers, mais en contrepartie que le retailer lui partage des prévisions. Et donc, parce que c'est du donnant-donnant. On ne peut pas demander contractuellement, il faut faire ci, il faut faire ça. On a essayé avec les transporteurs, dans les contrats, on dit il faut faire ci, il faut faire ça. Certains donnent n'importe quoi, d'autres ne donnent pas, et puis ils se disent tiens, on paye les pénalités, et puis de toute manière, ils auront besoin de nous, etc. Mais dans cette logique-là, le CPGiste, il a investi dans une solution qui va aller capter les signaux faibles de consommation par rapport à la météo, par rapport à un événement autour, etc. Et qui lui permettent de déjà prédire, faire du demand sensing. Et ce demand sensing, il le partage avec le Carrefour du coin, le Walmart du coin, mais c'est pas gratuit. Il lui dit tiens, je te donne une information qui va t'être utile pour ton rayon, pour ton Réa Pro, ton Réa Sort, etc. Mais en revanche, toi aussi, donne-moi d'autres informations qui me permettent de partager ça. C'est du donnant-donnant. Ok, merci. Oui, monsieur. Oui. Il faut le nettoyer avant et tout. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, en fait, je pense avoir plutôt bien compris la notion de socle de confiance. La nécessité, du coup, d'auditer, en fait, pour avoir une traçabilité. Donc, je vois bien la logique où on va certifier, on va tracer, en fait, et on va partager cette donnée. Donc, pour cette partie-là, c'est OK. Par contre, à ce moment-là, ma production peut être amenée à évoluer. Mon taux de rebut, par exemple, peut être amené à évoluer.
Donc le moment où je vais être certifié, que je vais produire, même je vais être audité par la suite, je vais avoir une certaine image. Par contre, cette image, elle va évoluer dans le temps. Oui. Comment, du coup, la solution de blockchain vient mesurer ou intégrer, en fait, la donnée de manière fiable en temps réel. Et de fait, ensuite, puisque vous parlez de prédiction, de dimensionnement, de fait, comment au regard de ça, je vais avoir des scénarios de prédiction fiables, en fait. Oui. Voilà, il y a deux questions. Oui, mais d'abord, dans la notion de mise de l'information dans la blockchain, c'est de l'information. On va dire, on va considérer la blockchain comme un système transactionnel. Donc, c'est une écriture d'une transaction. C'est comme un registre comptable. Donc, chaque fois qu'il y a une modification d'un statut, d'une nouvelle écriture, elle est dans la blockchain. Donc, son statut, il n'est jamais figé, il est dynamique en fonction de toutes les données qui vont s'opérer. Que ce soit le TRS qui change, ah non, là c'est l'ETA de tel fournisseur qui n'est pas bon, là c'est le TIF, là c'est le taux de service qui a changé. Mais ça, c'est des KPI synthétiques, mais on est vraiment dans le transactionnel. Le PO, il a été livré en partiel, il a été réceptionné en partiel, etc. La facture n'a pas été enclenchée. Là, j'ai un inventaire qui m'a décompté tel SKU de stock, etc. Tout ça, ça peut être mis dans la blockchain au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on ne veut pas mettre n'importe quoi dans la blockchain et qu'on se focalise sur des cas d'usage, parce que vous imaginez, sinon on va juste submerger la blockchain de données et on va retomber dans les travers du data lake dans lequel on mettait tout dans le lac de données et puis après il faut aller pêcher. Ah oui, ok, bonne chance. Et c'est pour ça que lorsqu'on travaille avec la blockchain, on travaille d'abord du cas d'usage, ciblé sur un cas produit, sur une ligne, et puis on remonte la chaîne comme ça et on dit on fait ça. Et puis pourquoi on choisit ça? Parce qu'il y a un fort irritant, parce qu'il y a un fort impact business, et c'est l'effet Pareto. C'est comme dans une entreprise, on ne va pas travailler sur tout, mais sur 20% des choses, mais qui ont plus de valeur. Et donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui déjà va être sélectif et dynamique, parce que du temps réel, vous imaginez l'exemple avec l'IoT, tous les capteurs de température, mais un capteur de température peut remonter tout et n'importe quoi. Sur une palette, lorsqu'on met un capteur, la palette et le capteur, les mouvements, le contenu, le contenant. Mais on va sélectionner ce dont on a besoin et ce qu'on veut partager. C'est ça qui est important. Et après cela, lorsqu'on va appliquer des algorithmes de prédiction, on va utiliser ces données-là, mais ce n'est pas que. On va aussi récupérer des données classiques, des historiques de vente, etc. Mais au moins, on a un socle qui est de plus en plus propre par rapport à je dois utiliser de la donnée de partout. Okay. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais deux petites questions. Une qui relate un peu la question juste avant. Est-ce que la blockchain, est-ce qu'il y a de l'IA dans la blockchain? Est-ce qu'on peut mettre de l'intelligence artificielle justement dans ce que vous venez de dire pour valider les informations et filtrer Et à quel niveau? Est-ce que c'est en amont? Est-ce que c'est dans la blockchain? Est-ce qu'il y a des process dans la blockchain avec de l'IA pour valider ou corréler les informations? Je souris parce que je trouve que la question est très pertinente et qui a fait l'objet de quelques brevets déposés par IBM il y a quelques années, de pouvoir avoir une IA qui va travailler intrinsèquement dans la blockchain avant et pendant et après. Et ça, c'est quelque chose de secret. Non, d'important. Je vous donne les principes. D'accord. Lorsqu'on parle de blockchain, on parle de transactions, mais je n'ai pas parlé de smart contract. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui arrive sur la blockchain, on va exécuter un processus. Un smart contract, il n'est pas smart, hein, c'est un process qu'on va exécuter, if, else, etc. Dans cette exécution de process if, else, là, l'intelligence artificielle peut être aussi aider à mieux choisir le else ou le case, quel cas on va choisir, etc. C'est un cas dans lequel l'IA va être appliquée. On gagne du temps. Exactement. Voilà. Après, dans le post-écriture sur une blockchain, une fois que j'ai le state of the world, que j'ai un certain nombre d'agrégés, que j'ai un historique, je vais
sortir cet historique ou cet audit trail, comme on l'appelle, de telle pièce, de tel produit, etc. Et je vais sortir cet audit trail, je vais appliquer dessus des algorithmes d'IA où au fur et à mesure que les transactions s'écrivent dans la blockchain, j'ai mon process de machine learning qui dit ok, j'ai un statut modifié pour tel PO qui vient de Paris à Lyon. Demain, j'ai un autre statut pour même type de fourniture, mais avec un transporteur différent. Il est différent. Et donc, au fur et à mesure, il commence à capter de l'information comme ça qui est écrite sur la blockchain et d'y apprendre, d'en apprendre plutôt. D'accord. Donc, dans l'heure actuelle, dans votre présentation, dans les blockchains que vous avez présentées, il y a de l'IA ou il n'y a pas d'IA alors? Oui, il y a de l'IA, mais elle vient dans le dernier slide que j'ai présenté, là, typiquement, ici. Ce qu'on voit ici, la détection d'anomalies, Oui. c'est de l'IA. Elle va détecter toutes les altérations qu'il y a dans les flux. C'est-à-dire, j'ai l'habitude de recevoir une commande de tel fournisseur avec telle taille, avec tel... cette semaine, je ne l'ai pas reçue. Donc déjà, cette détection, ce n'est pas un process classique parce qu'il faut apprendre que c'est quelque chose de régulier, qu'il y a des exceptions, peut-être les vacances, peut-être des saisonnalités, etc. Et que là, c'est une vraie anomalie. Et donc là, c'est une IA qui détecte ça. Lorsqu'il y a des informations de prédiction sur un cycle d'ETA ou tout le cycle commande, notification, livraison, etc., c'est une IA qui est appliquée au-dessus, qui va, à force de lire les transactions, d'apprendre et d'avoir une sorte de pattern et de dire, tiens, tu as passé une commande aujourd'hui, tu n'as pas reçu l'ASN ou le DSADV dans les 48 heures, ça veut dire que tu vas avoir du retard et ce retard, il peut se matérialiser en quelques jours. Et en plus de ça, il y a la météo, il y a ci, il y a ça, donc tu vas rajouter encore 2 jours. Voilà. Très bien, merci. Et la deuxième question, petite question, c'est est-ce qu'on peut donner une note à une blockchain et pour revenir à ce qu'on vient de discuter là, est-ce qu'on peut voir le fonctionnement d'une blockchain? Est-ce qu'il y a par exemple une blockchain, est-ce qu'il y a une description, est-ce qu'on utilise de l'IA, est-ce qu'on peut dire le protocole d'audit, la qualité d'audit, la fréquence pour donner une note à une blockchain? Parce qu'au final, une blockchain, comme vous avez dit, ça peut être du trash ou ça peut être garbage ou ça peut être... En fait, l'IA et la blockchain, c'est 2 technos complémentaires. IoT, blockchain, IA. Donc, c'est vraiment cette complémentarité, elle est là. Maintenant, l'intérieur, il y a toujours possibilité de savoir par transaction quand est-ce qu'elle a été écrite, quand est-ce qu'elle est utilisée. Maintenant, on doit rentrer dans le code de comment le consensus, déjà, comment il est fait. Ça, c'est quelque chose de connu. Donc, ça se paramètre. Le process d'une blockchain est connu? Enfin, le process, la manière dont la blockchain écrit, crypte, etc., ça c'est non, hyper pas technique, le cryptage, mais le taux de confiance. On parle de confiance depuis le début. Oui. Est-ce que je peux avoir confiance en vous? En fait, donc ces informations. Oui, ça se mesure d'un point de vue business. La blockchain étant un moyen, c'est une technologie, c'est un moyen. Les données qu'il y a dedans, la blockchain ne sait pas quelle est leur valeur, mais elle est là à juste mesurer un timestamp, j'ai quelque chose qui vient d'être écrit, qui au final une date, un lieu, et puis des informations, et elle ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est un hash d'informations, c'est juste une synthèse. Oui, mais les audits, par exemple, vous avez parlé d'audits. Oui, mais justement, cela crée cette notion de confiance, de la même manière qu'on va créer des KPI d'OTIF avec le fournisseur. Donc, c'est des KPI synthétiques. OTIF, c'est on time in full, donc c'est comme ça que je vais mesurer la performance de mon fournisseur. C'est la même chose, on peut faire aussi ça sur la blockchain pour dire j'ai des données, non, j'ai pas de données à tel niveau, et ça arrive que dans toute la chaîne de valeur, qu'il y ait 2-3 acteurs qui ne partagent pas de données, que ça crée une zone d'ombre. Et donc, on l'identifie. C'est un travail derrière d'aller communiquer, d'essayer de les convaincre, de faire du win-win. Et donc, est-ce qu'il y aurait une notation par blockchain? Non, système de notation comme ça. Comme 5 étoiles, on va dans un Airbnb, on like pas. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est un moyen, il faut voir l'ensemble Il y a une notation des réseaux industriels qui sont à l'échelle, oui, comme celui-là, etc., comme d'autres, parce qu'au final, quand on fait quelque chose, on n'est plus les seuls à le faire. D'autres font la même chose. Et donc, la notation, ça va être le taux d'adoption, le taux de remplissage d'informations dans le réseau, la dynamique du réseau, est-ce qu'il draine beaucoup plus de flux d'informations, etc. Mais cette notion
c'est un peu trop simpliste de mettre des étoiles alors que derrière, c'est un process qui est hyper compliqué. Je pense que ça serait la base d'une blockchain, savoir si on peut avoir confiance ou pas. Ouais, Sur un réseau, pareil. Ouais, peut-être que j'ai mal compris la question, mais... Merci en tout cas. Je t'en prie. C'est bon? Je pense qu'on déborde sur la prochaine, s'il y en a une. Merci en tout cas pour vos questions, votre attention. Merci.